Dans le troisième volet de son sixième rapport sur les changements climatiques, les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat proposent des solutions pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius d'ici à 2100, conformément à l'accord de Paris. En Afrique, il faudra entre autres multiplier par 4 ou 8 d'ici à 2030 les flux de financement climatique. Selon ces rapports, le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris est en train de conduire la planète vers un réchauffement de plus de 3,2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Un des axes essentiels de notre rapport, c'est que les cimenteries sont des secteurs où on émet beaucoup plus de CO2. Le paradoxe est que dans la plupart des pays africains, surtout des pays de l'Afrique de l'Ouest, en climat très chaud, on construit des cimenteries et on construit en parpaing et on construit en béton. Construire en béton dans un climat où on a environ 35 à 40 degrés toute l'année, ça veut dire qu'on aura besoin de la climatisation alors qu'il y a beaucoup d'alternatives. Dans son volet consacré à l'atténuation du changement climatique, les scientifiques renseignent que l'Afrique serait négligée dans la répartition des flux de financement climatique. Comme l'indiquent les rapports, il aurait assez de capitaux et de liquidités au niveau mondial pour financer la transition écologique partout dans le monde. On peut considérer des constructions bioclimatiques où on n'a pas besoin de climatisation, où on n'a pas besoin également de construire des cimenteries. On essaie, le rapport indique clairement qu'il faut essayer d'évoluer vers d'autres modes de développement. Mais dans les pays où les systèmes sont déjà établis, on a des difficultés à pouvoir le faire. Notre rapport indique clairement que chaque degré aussi infime soit-il compte. Et chaque action aussi infime soit-elle compte. Mais pourtant, une lueur d'espoir reste toutefois permise si le monde transforme radicalement son économie et fait plafonner les émissions d'ici à 2025. Le paradoxe est que la plupart des pays africains ont l'avantage de pouvoir initier un modèle de développement compatible avec les contraintes climatiques et qu'il soit résilient. Je ne pense pas du tout que les banques de développement comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, ils aient pleinement intégré la perspective climatique dans les financements qu'ils font, notamment dans les infrastructures des pays en développement. Si les paramètres climatiques actuels se maintiennent, les fonds nécessaires atteindront 35 milliards de dollars par an d'ici à 2050 et 2 milliards de dollars dans 50 ans. Pour agir dans ces délais courts, les experts recommandent d'éliminer progressivement et de manière plus ambitieuse les combustibles fossiles responsables de 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète depuis 1850. La République démocratique du Congo détient près de 65% des massifs forestiers du bassin du Congo. Aujourd'hui, élevé au niveau des pays solutions, le pays ne bénéficie toujours pas de compensation pour ses efforts à réduire les émissions de gaz à effet de serre, de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Il est sans ignorer que tout pays engagé dans la mise en œuvre du mécanisme REDD+, est éligible au paiement basé sur le résultat dans le cadre de vente des crédits carbone. La non-éligibilité de la RDC ne laisse pas sans mot certains chercheurs et scientifiques congolais. La RDC peut utiliser ses capacités, ses potentialités environnementales pour rayonner, pour être effectivement ces pays solutions dans les domaines environnementaux sur l'échiquier mondial. Ce qui veut dire tout simplement que la RDC doit repenser sa diplomatie. Non seulement une diplomatie uniquement pour des questions de sécurité, les questions de paix, mais aussi une diplomatie pour les questions environnementales. On doit engager, on doit renforcer la capacité de ceux qui sont déjà là au ministère. En croire ses professeurs d'université, la RDC est capable de démontrer sa conformité aux exigences en matière de sauvegarde socio-environnementale. Ce qu'il lui faut, c'est de réactiver sa diplomatie environnementale pour marteler sur son rôle combien important dans la régulation du climat mondial. La RDC était les bassins du Congo, voilà, était les tout premiers bassins
au monde qui peut encore sauver l'humanité. Oui, qu'est-ce que nous gagnons? Pour le moment, nous ne gagnons rien en termes de moyens financiers, contrairement aux autres bassins qui constituent les poumons du monde, l'Amazonie et l'Indonésie. Ces deux bassins, ou les deux pays qui représentent ces bassins, aujourd'hui, ont un niveau élevé par rapport à la RDC. Le social des citoyens qui s'y trouvent, qui y vivent, est élevé par rapport à celui des Congolais. Donc, nous ne gagnons encore rien par rapport aux retombées. Il s'avère impérieux pour la RDC de quitter des concepts politiques pour vendre l'image de ses ressources naturelles sur le plan international. Ces scientifiques encouragent la RDC à repenser sa diplomatie environnementale dans la formation des personnels qualifiés. Les FONARED, en collaboration avec les programmes des Nations Unies sur l'environnement, procéder à la validation des nouveaux systèmes d'information des sauvegardes environnementales et sociales mardi 5 avril 2022 à Kinshasa. Il s'agit d'un premier résumé d'informations ainsi que d'un site web et d'une base de données pour les contrôles des forêts de la République démocratique du Congo. Vous savez que la RDC, c'est un pays engagé dans le système des Nations Unies qu'on appelle RED+, depuis plusieurs années. Alors, jusqu'à présent, il avait accompli les trois éléments clés, n'est-ce pas, qui permettent à un pays de pouvoir accéder aux paiements basés sur le résultat dans le cadre du processus RED. Il lui manquait un élément clé. Donc, c'est ce quatrième outil, si je peux dire ainsi, qui manquait au tableau de la RDC pour dire que le pays est effectivement prêt pour accéder aux paiements basés sur les résultats. La validation de ces systèmes d'information sur les sauvegardes environnementales vient également baliser la voie pour la RDC auprès de la coalition Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance, l'EAF, pour sa manifestation d'intérêt de compenser la province de la Chuapa pour sa réduction ou évitement des émissions de la déforestation et la dégradation des forêts. Notre ministère attend donc avec impatience les résolutions de vos travaux afin de lui permettre de continuer à conduire le processus RED+ avec beaucoup plus d'efficacité. Je vous demande donc de donner le meilleur de vous-même afin de nous permettre d'avoir à terme un produit distingué. Les différents délégués de la société civile, du gouvernement, des porteurs de projets, des partenaires techniques et financiers ont promis de vulgariser ces documents afin d'inciter tout le monde à veiller au maintien de cette courbe de sauvegarde environnementale du couvert forestier de la RDC. La validation d'aujourd'hui est très importante parce que l'ensemble des programmes et projets RED souffrent de certains outils importants, notamment des outils de suivi, de respect des droits des communautés et peuples autochtones. Notre rôle, c'est de veiller à ce que ces sauvegardes soient respectées. C'est que cet outil qu'on a mis en place puisse être suivi, observé et respecté par les porteurs de projets. Après toutes ces étapes, les autorités du pays entendent porter ces outils au niveau national pour une large diffusion et au niveau de la Convention cadre des Nations Unies pour son éligibilité à accéder aux frais de compensation, d'évitement des émissions, de la déforestation et de la dégradation des forêts, à l'instar du Ghana, du Burkina Faso, du Nigeria, de la Zambie, de l'Ouganda et du Kenya. Plusieurs femmes chrétiennes de la ville de Kinshasa ont été sensibilisées à faire de leur foyer un lieu propre et assaini. Laetitia Bena Kabamba, la patronne provinciale de l'environnement, a expliqué à ces femmes sur non seulement la place qu'elles occupent dans la société à travers les valeurs qu'elles sont appelées à transmettre à leurs enfants, mais aussi sur l'influence qu'elles ont à changer l'image de la ville par leur façon d'agir et de se comporter vis-à-vis de l'environnement. Kinshasa Bopeto est un état d'esprit qui veut que nous changions de mentalité à la base. J'ai parlé de la base
comme étant, je vais dire, le cadre de vie, comme étant le lieu où nous formons les personnes, le lieu où nous recevons l'éducation. Et donc la femme est cet allié, autant pour Dieu que pour nos villes, de pouvoir nous appuyer sur elle pour que nous puissions espérer avoir une vie meilleure, une ville propre, assainie, agréable, attrayante et là où il fait bon vivre. Les autorités urbaines ont incité ces femmes au changement des mentalités à la base afin que les programmes Kinshasa Bopeto, programme cher du gouverneur de la ville de Kinshasa, soient une réussite. Je pense que la femme doit, justement pour moi en tant que ministre de l'Environnement déjà, je l'utilise comme ce relais de sensibilisation pour passer des messages forts, des messages impactants pour toucher la population au plus bas niveau, au plus loin possible, afin que, comme je l'ai dit, la ville de Kinshasa a besoin des femmes d'influence, des femmes d'impact, des femmes qui inspirent, des femmes qui demain nous permettront de vivre dans une ville, une mégapole attrayante, attractive, rayonnante, résiliente, mais surtout là où il fait bon vivre. Dans cette vision d'impliquer les chrétiennes à l'assainissement, la ministre provinciale de l'Environnement a invité les jeunes filles et femmes à pousser au leur niveau ainsi qu'à comprendre les rôles qu'elles ont dans la sensibilisation sur la propriété. Cette action rentre dans le cadre de la clôture d'un séminaire biblique. L'alimentation est l'un des piliers d'une meilleure santé. C'est ce qui a poussé une délégation des parlementaires de l'Afrique centrale, membres du réseau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à mener un plaidoyer auprès du ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbongani, mardi 5 avril à Kinshasa. En venant en RDC, cet exercice nous l'avons déjà fait. Il ne faut pas perdre de vue que les institutions des Nations Unies travaillent à la commande du gouvernement pour les aider en tant qu'appui technique, donc pour aller vers l'atteinte des objectifs pour lesquels les populations attendent le mieux-être. Avant de rencontrer le ministre de la Santé, nous étions déjà rencontrés le ministre d'État en charge du développement rural. Vous voyez jusqu'où l'implication de tous les secteurs sont intéressés par la question de la sécurité sanitaire et nutritionnelle. Je pars d'ici persuadé que nous parviendrons d'ici jeudi à mettre en place l'alliance parlementaire au niveau de la RDC. Il était question au cours de cette rencontre de discuter pour trouver des voies et moyens en vue d'obtenir l'implication du gouvernement congolais dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la région. La RDC est-elle incapable de se nourrir sans l'aide extérieure? Les avis sont partagés. Bon, c'est juste un accompagnement par rapport à certaines semences améliorées parce que le sol n'est pas le même partout. Il y a aussi un problème de la quantité qu'on produit. Et quand on reste toujours dans l'agriculture artisanale, ça ne suffit pas du tout. Certains aliments, ça dépend d'une contrée à une autre. Si on peut moderniser cela pour que ça soit au moins une agriculture quand même industrielle. Visiblement, cette position des étrangers n'interpelle pas la population elle-même. Et plus la classe politique congolaise, je dirais. La RDC dispose de près de 80 millions de terres arables, 4 millions de terres irrigables, mais dont seulement 1% est cultivé, ce qui prouve qu'il y a un réel problème à résoudre dans ce domaine. Elle dispose d'une végétation qui peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail et une densité halieutique estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Mais c'est de quoi résoudre le problème de déficit en protéines animales. Avec ces potentiels, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde. Mais malheureusement, elle recourt encore aux importations pour chercher à couvrir son déficit alimentaire. Pour rappel, un forum du même genre avait eu lieu en octobre 2018 à Madrid, puis au Congo-Brazzaville en 2019. Ces rencontres avaient comme objectif de regarder la situation d'insécurité alimentaire parallèlement à l'atteinte des objectifs de développement durable et la faim zéro. Les vaccins actuels ne seraient plus fiables dans les prochains jours, selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À l'en croire, les nouveaux variants seraient résistants à ces vaccins. Tedros Adhanom Ghebreyesus a dit, je cite, « L'apparition de nouveaux variants moins graves qu'Omicron, mais en forme encore plus bénigne, mais plus contagieux, est possible dans les prochains jours. Par conséquent, les vaccins actuels ne seraient plus nécessaires
tout comme le développement de nouvelles formules, a-t-il indiqué dans sa communication du mercredi 30 mars 2022. Selon l'assistant d'un chercheur de la RDC en matière de la lutte contre le Covid-19, les propos du DG de l'OMS affirment l'assertion selon laquelle les produits locaux, fruits des recherches locales, devraient être valorisés. Le vaccin, ça a pour objectif de donner aux vaccinés l'immunité nécessaire pour mieux résister à une maladie quelconque. Ce que nous avons constaté avec les vaccins contre Covid-19, ça ne donne pas l'immunité totalement. C'est parce que il y a plusieurs variants. Chaque vague apporte des variants. Les vaccins qui sont fabriqués, ce sont des vaccins fabriqués sur base des variants passés. Les variants à venir, personne ne sait où et jusqu'où vont muter ces virus de SARS-CoV-2. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que la meilleure solution, c'est la solution locale. L'OMS a déclaré que chaque pays doit trouver des solutions à son problème. Quant aux personnes vaccinées contre le Covid-19, certaines restent convaincues que leurs doses resteront efficaces malgré tout. J'ai été vacciné. Moi, je ne suis pas pessimiste pour me fier à son approche, à ce qu'il dit. Moi, je me dis, on a pris ces vaccins pour se protéger contre la maladie. Moi, je pense que je me suis immunisé à un certain degré. S'il faut reprendre encore l'exercice pour me faire immuniser, je le ferai volontiers. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, quoi. Je pense que j'ai pris une bonne décision. Non, mais on continue à vacciner. Si tu dois voyager, si tu n'as pas de vaccin, jusque-là, ça peut te bloquer. Tu ne sauras pas te mouvoir. Il n'y a pas de panique. Moi, je n'ai eu aucun effet secondaire, rien. Pour rappel, au cours d'une réunion tenue entre le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, et la délégation de l'OMS du Congo-Brazzaville le 22 mars à Kinshasa, l'OMS avait rassuré sur la disponibilité des partenaires à appuyer les recherches de la RDC dans le secteur du médicament, quitte au gouvernement de prendre en compte et surtout d'appuyer les recherches locales en vue d'une meilleure prise en charge au pays.